20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 19h59 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bienvenue à tous dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique de la semaine. Ce soir, Dieynaba Diop, porte-parole du Parti Socialiste, est notre invitée. Bonsoir Dieynaba Diop. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme, un reconfinement qui devient de plus en plus probable. Emmanuel Macron s'exprimera demain à 20h, très sûrement pour annoncer de nouvelles mesures restrictives. Un conseil de défense consacré à l'épidémie a eu lieu ce matin. Un autre est prévu demain matin. On fera le point justement sur les mesures à prendre face à la seconde vague et leurs conséquences. Juste avant d'évoquer les tensions de plus en plus fortes entre la Turquie et la France, on s'arrêtera sur la question du séparatisme. Après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine, le gouvernement souhaite renforcer les mesures annoncées en octobre. La création d'un délit de séparatisme et la régulation des réseaux sociaux sont notamment en discussion. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. Posez vos questions à Dieynaba Diop sur Facebook ou Twitter avec le hashtag FréquenceESJ. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Dieynaba Diop. C'est parti. Une heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Dieynaba Diop, on revient sur votre parcours politique dans quelques minutes. Juste avant, c'est le mot du jour. Un mot choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ et qui illustre une actualité de ce mardi 27 octobre. Et ce mot, c'est néonicotinoïdes. Aujourd'hui, le Sénat doit voter pour ou contre le retour de ces pesticides. En 2016, le Parlement avait voté leur interdiction. Jugés toxiques, les produits à base de néonicotinoïdes agiraient sur le système nerveux central des insectes et mammifères. Problème, ces pesticides sont essentiels pour protéger les cultures de betteraves. Aucune alternative n'a été trouvée jusque-là. Le projet de loi prévoit donc d'autoriser uniquement les producteurs de betteraves à réutiliser ces pesticides jusqu'en 2023. Dieynaba Diop, le Sénat est à majorité à droite. Il devrait donc donner son aval au projet de loi. Est-ce que ce serait une erreur selon vous ? De toute façon, à partir du moment où vous revenez sur une interdiction qui avait été formulée, pour moi, c'est forcément une erreur ou en tout cas un recul évident. Je ne comprends pas comment ensuite on va pas faire d'autres exceptions et ça va poser un véritable problème. Mais est-ce que l'erreur, c'est pas plutôt de laisser tomber tous ces producteurs de betteraves qui pourront rien faire sans ces pesticides ? Est-ce que vraiment on a à chercher ? Est-ce que vraiment il n'y a pas d'autres alternatives ? Je ne pense pas qu'il y ait eu suffisamment de travail à ce niveau-là. Et effectivement, on ne peut pas abandonner nos producteurs qui sont déjà dans une situation plus que difficile. Mais voter ce retour sans condition, et c'est ouvrir la boîte de Pandore. Merci Dieynaba Diop. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h. Juste avant de revenir sur l'actualité, on s'intéresse d'abord à vous, Dieynaba Diop, dans cette édition de 20h l'invité. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Bastien retrace votre parcours et pour ça, il est allé faire un tour sur le site Copain d'Avant. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Dieynaba Diop. Bonsoir. Effectivement, Copain d'Avant, puisque grâce à ce site, on apprend que vous êtes une quarantenaire, mère de 3 filles et que vous êtes professeur en lycée professionnel. Être professeur, ça apporte certaines qualités lorsqu'on se lance en politique. Ça apporte de l'écoute. Beaucoup de travail et puis aussi beaucoup de vigilance parce que il faut être à jour à chaque fois parce que quand vous avez des ados en face de vous, vous avez intérêt à être inventive. C'est pire le conseil municipal ou une classe de lycée ? Le conseil municipal. Le conseil municipal. En tout cas, votre engagement politique, il a commencé en 2008 lors des élections municipales. On est venu vous chercher parce que votre mère était connue dans le milieu associatif des Mureaux. Vous n'avez pas eu l'impression d'être une fille d'eux à ce moment-là ? Tout à fait, mais j'ai été tellement fière d'être la fille d'eux. Et surtout, c'était le moyen pour moi de faire un prolongement de cet engagement qui était celui de ma mère, qui ne pouvait pas, parce qu'elle n'avait pas la nationalité française, être engagée politiquement, c'est-à-dire participer à la vie de la cité. Et puis c'était aussi un prolongement naturel de mon engagement de toujours sur des valeurs de gauche, de justice sociale, et puis être utile au quotidien, ça me paraissait plutôt sympathique. Et on vous a fait ressentir un manque de légitimité au début ? Non, au contraire, j'ai été plutôt agréablement surprise de la confiance qui m'a été faite par mon maire, par François Garret, et puis par le secrétaire de section, Papa Walid Anfaka, qui sont venus me dire que j'avais les qualités pour pouvoir être une élue de la ville, et on m'a confié l'un des plus gros portefeuilles qui était celui de l'éducation. En tout cas, vous avez choisi le Parti Socialiste, comme beaucoup, parce que vous avez été marqué par la figure de François Mitterrand. Il y a encore des figures au PS qui pourraient faire naître des vocations, comme ça a été votre cas ? Je pense qu'il y a aujourd'hui, oui, des figures comme celle d'Olivier Faure, parce que c'est pas facile de rester à la tête d'un parti lorsque tout le monde vous dit que vous n'existez plus et de continuer à vous battre malgré tout pour
pour continuer cette histoire. Pour vous, Olivier Faure, ça peut engendrer des vocations. Oui. C'est vraiment l'homme de la situation aujourd'hui pour représenter le PS. En tout cas, il l'a prouvé et pourtant, je n'avais pas voté pour lui lors du dernier congrès, mais j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et sincèrement, il a réussi à faire en sorte que le Parti socialiste soit de nouveau audible. Mais est-ce qu'il est capable de faire soulever des foules, Olivier Faure ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de soulever des foules ? Je crois qu'en politique, il faut surtout être utile et ne pas être dans le buzz instantané, parce que je crois que c'est le défaut de beaucoup de nos politiciens aujourd'hui. En tout cas, ça fait 12 ans que vous êtes à la mairie des Mureaux, la ville où vous avez donc grandi. Vous vous occupez aux côtés du maire d'Hiver Gauche, François Garret, des relations internationales, de la coopération décentralisée, de la francophonie et de l'apprentissage des langues. C'est long et assez flou. Du coup, au jour le jour, quel est votre rôle ? Mon rôle au jour le jour, c'est déjà de travailler avec les associations, puisque nous avons de nombreuses associations qui travaillent sur le sujet de la coopération décentralisée. C'est travailler aussi, par exemple, sur tout ce qui est le jumelage. C'est aussi travailler pour nos étudiants sur comment les amener à avoir des interactions avec d'autres Européens, avec d'autres étudiants d'autres pays. C'est aussi la promotion de l'apprentissage de la langue française. C'est comment aussi... Donc, des rôles proches de votre engagement au niveau de votre carrière en tant que professeur. En tout cas, devenir maire des Mureaux, ça ne vous intéresse pas pour l'instant. En tout cas, pas avant 2026. Ouais. Mais alors, quels sont vos objectifs, vos ambitions politiques ? Est-ce que vous en avez au moins ? Oui, j'ai l'ambition. J'ai été désignée tête de liste pour les socialistes pour les élections régionales, même si aujourd'hui la date est encore floue. Je tirerai la liste, je serai la première sur cette liste parce que pour moi c'est important d'avoir cet engagement au niveau de la région parce que je suis en tant qu'enseignante et aussi en tant qu'usagée de francilienne, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été laissées à l'abandon par la gestion de Valérie Pécresse. Et voilà, c'est une de mes ambitions, c'est de devenir conseillère régionale. Et c'est aussi de travailler justement à l'amélioration des transports, à l'amélioration de l'aménagement du territoire. C'est aussi travailler à une région plus solidaire, plus humaniste. Au niveau des mairies pour lesquelles il n'y a pas de contrainte paritaire, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent l'auront remarqué, vous êtes une femme et dans ces mairies, il n'y a que 20,2% de femmes parmi les adjoints selon le Haut Conseil à l'égalité. C'est encore plus bas pour la proportion des femmes maires, seulement 16%. Être une femme, c'est le handicap numéro 1 aujourd'hui quand on se lance en politique ? Ouais, je dirais que c'est un véritable handicap parce que vous devez... jouer des coudes 2 fois plus que les hommes et puis on vous a tellement appris que c'est déjà bien que d'être sur la liste. Mais c'est acceptable ça aujourd'hui, encore en 2020 ? C'est très long de changer les mentalités et je pense que les femmes elles-mêmes s'autocensurent, c'est-à-dire qu'elles ne se donnent pas le droit forcément tout de suite de briguer des places à responsabilité parce qu'on... Ça a été votre cas à un moment ? Oui, il y a des fois où on m'a dit c'est bon, tu viens de commencer, t'es déjà maire adjoint, c'est déjà énorme. Alors que je pense que si j'avais été un homme, on m'aurait moins posé de questions. Mais en même temps, moi, je coche beaucoup de cases. Hein. Je suis une femme, je suis noire, je suis issue des quartiers. Ça fait beaucoup. Hein. Et d'ailleurs, parmi les députés, seulement 26 sont d'origine africaine. Ouais. Vous l'avez dit, vous êtes noir. Ça fait moins de 5% de l'Assemblée. Pourquoi la France a encore autant de mal ? Alors, on en a parlé avec la question des femmes, mais d'avoir une Assemblée plus représentative du peuple français. Parce que je crois que... Souvent, on a l'image des députés soixantenaires, des hommes blancs. Parce que, vous savez, ce sont des places qui sont toujours réservées à une même catégorie de personnes. Et puis, lorsque vous êtes une femme, que vous êtes jeune, et en plus, de surcroît, issue d'Afrique, c'est plus difficile de vous faire élire sur des circonscriptions qui sont beaucoup plus larges que votre propre ville. Donc ça demande un vrai travail de terrain, ça demande à ce que les gens vous reconnaissent et que les gens vous fassent confiance pour les représenter. Et ça veut dire aussi qu'encore aujourd'hui, en 2020, on a du mal à concevoir qu'une femme comme moi puisse représenter toute une circonscription. Alors, j'enchaîne parce que tout à l'heure, on parlait des figures qui pourraient créer des vocations au Parti Socialiste. Christiane Taubira, qui est donc une femme et qui est noire, elle, vous la voyez, en tout cas, elle pourrait créer des vocations. Est-ce qu'elle pourrait peut-être amener un peu plus d'envergure qu'Olivier Faure ? Je ne sais pas si elle pourrait... Elle est déjà une figure pour moi. Christiane Taubira, elle fait partie des femmes. Mais elle est un petit peu en retrait ces derniers temps. Parce qu'elle a fait ce choix d'être en retrait, mais elle fait partie des femmes qui m'ont inspirée. C'est-à-dire que quand vous êtes une petite fille comme moi et que vous voyez à la télévision une femme comme Christiane Taubira à l'Assemblée nationale, vous vous dites c'est possible. Et moi, j'espère que justement, lorsque j'interviens, lorsque je suis sur les plateaux, eh bien, que ça peut donner envie à d'autres petites filles de se dire si elle y est, pourquoi pas moi ? Vous l'avez vu à l'Assemblée nationale, vous aimeriez la voir à l'Élysée ? Ouais,
Ça fait partie des personnalités que j'aimerais voir à l'Élysée, mais malheureusement, je crois que ce n'est pas dans ses objectifs. Et on en parle depuis plusieurs années, à chaque fois, chaque été aux universités d'été du PS, c'est la même rengaine, l'union des gauches. Voilà, la gauche est fracturée, le parti La France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, est-ce que vous y croyez encore de cette union des gauches ou est-ce que la gauche est irréconciliable ? On ne peut pas dire que la gauche est irréconciliable, mais il est impératif. Vous savez, Mitterrand disait « l'union, c'est un combat ». Et ben, c'est un combat qu'on va mener pour 5, pour 10. Et moi, je reste persuadée que c'est possible, donc on va continuer d'y travailler. Merci Diana Badiop. Merci à vous. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Le Premier ministre a reçu aujourd'hui tous les chefs de partis et de groupes parlementaires pour discuter du Covid-19. Le gouvernement se prépare à prendre des mesures encore plus restrictives. Couvre-feu renforcé ou confinement, on verra avec vous toutes les solutions envisagées. Diana Badiop. Et tout de suite, c'est Hangover de l'A3 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h13 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. 20h l'invité, c'est en direct jusqu'à 21h et nous sommes avec Diana Badiop, porte-parole du Parti Socialiste. Et dimanche, le record de contamination en une journée a été battu avec plus de 52 000 nouveaux cas. Emmanuel Macron a réuni un conseil de défense ce matin. Jean Castex, le Premier ministre, a reçu lui en fin de journée les différentes forces politiques et les partenaires sociaux. On fait le point sur cette crise du Covid-19 avec Bastien Cochet. Diana Badiop, est-ce qu'il faut reconfiner tout le pays ? Tout le pays, je pense qu'on n'en a pas la possibilité. Pourquoi ? Parce que sinon, économiquement, c'est pas viable. On va être pragmatique. C'est que le confinement tel qu'on l'a connu au mois de mars, il n'est pas applicable aujourd'hui. Maintenant, on a des foyers, des clusters où de toute façon, il va falloir avoir il faut stopper la propagation du virus. Et donc, pour cela, vous avez plusieurs options. Moi, je pense que celle qui sera retenue, c'est celle d'un couvre-feu qui sera plus tôt, c'est-à-dire qu'on passerait peut-être de 21h à 19h et d'un confinement le week-end. Parce que vous ne pouvez pas confiner l'économie. Il y a déjà des ravages et on est dans une situation économique qui est absolument catastrophique. On arrive à peine à commencer à essayer de réparer les dégâts. Si vous reconfinez aujourd'hui, ça veut dire que vous allez avoir des gens qui vont mettre la clé sous la porte et d'autres qui vont passer sous le seuil de pauvreté et on peut rien faire. Mais est-ce que c'est pas le prix à payer pour pouvoir sauver des centaines, peut-être des milliers de vies ? Parce que là, on est dans une situation qui est totalement hors de contrôle. Il y a eu un conseil d'urgence aujourd'hui. Apparemment, les chiffres sont totalement désastreux. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas, une fois de plus, mettre l'économie au second plan pour sauver des vies ? Je suis d'accord sur le fait qu'il faut peut-être mettre l'économie au second plan, sauf que les chiffres, ils sont à ce niveau-là aussi. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, on teste, ce qui n'était pas le cas au mois de mars. Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Et pour vous, ça constitue un biais qui... C'est pas un biais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est qu'aujourd'hui, on teste, ce n'était pas le cas au mois de mars. Moi, ce qui m'inquiète, bien plus que les chiffres de positifs qui montent, c'est quelle est notre capacité aujourd'hui, après cette première vague, à pouvoir accueillir des gens en réanimation. Elle est presque nulle aujourd'hui. Les hôpitaux sont saturés en lit de réanimation en Île-de-France. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut juguler. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a eu zéro anticipation du gouvernement qui aurait pu ouvrir des lits, qui aurait pu justement travailler sur notre capacité à justement la capacité des hôpitaux à pouvoir obtenir des lits supplémentaires. Moi, je pense qu'il faut aussi regardez ce que font nos voisins. Oui, mais au-delà de dire ce qu'aurait dû faire le gouvernement dans les mois qui précèdent, aujourd'hui, quelles sont les mesures qu'il faut prendre ? Moi, je pense qu'aujourd'hui... Parce qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu maintenant. Non, moi, je pense qu'il faut déjà... parce que le couvre-feu, ça fait même pas 10 jours. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore le recul nécessaire pour savoir si ça a eu de l'effet ou si ça n'en a pas eu. Et Olivier Véran l'assume, il dit que c'est un test, qu'il tâtonne pour l'instant. Voilà. Donc, on tâtonne, on continue de tâtonner alors qu'on est sur la deuxième vague et pas sur la première. Mais en tout cas, toujours est-il, pour moi, la solution, c'est déjà de faire un confinement sur les parties où il y a le plus de cas. Dans les grandes métropoles, donc Paris, Lyon, Marseille. On confine le week-end, on continue le couvre-feu le soir et on voit si ça baisse. Mais alors, quelle différence avec un confinement, finalement, pour ces grandes villes ? Aucun. On vit pour travailler dans ce cas-là. Le problème, c'est que malheureusement, vous avez des gens qui n'ont pas d'autre choix que de continuer. Je vous rappelle que pendant le confinement, vous avez plusieurs catégories de personnes qui ont continué à travailler, que ce soit les hôpitaux forcément, mais tout ce qui est la grande distribution, les gens qui étaient sur la propreté, etc., etc. Est-ce qu'on a eu plus de cas chez eux que chez les autres ? Il me semble pas. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut, dans un premier temps, faire un confinement le week-end. Donc, selon vous, il y a
les lieux de travail, c'est pas le risque, c'est pas les transports pour aller au travail, ni les lieux de travail. Ce qui a été pointé comme étant les lieux les plus propices à la propagation, c'est quoi? C'est les cités universitaires. Parce qu'on a eu pas mal de choses sur les universités où on nous dit que la propagation du virus, elle est très rapide. On aura l'occasion de parler d'éducation dans quelques instants. Voilà, on a aussi le problème, moi je le dis, sur certaines lignes des transports, quand on voit la ligne 13, quand on voit le RERB, etc., moi j'ai beaucoup de mal à penser que rien n'a été fait sur ces lignes-là qui sont bondées pour essayer de juguler un petit peu, ne serait-ce que le trafic. Par exemple, le télétravail. Là, pour l'instant, j'ai rien entendu sur le télétravail. Il faut déjà encourager toutes les personnes qui sont en capacité de le faire, de passer sur du télétravail. Alors, Emmanuel Macron s'exprimera demain soir à 20h pour faire de nouvelles annonces. Donc, pour l'instant, c'est encore le flou. Mais la possibilité d'un reconfinement au niveau national est pour l'instant privilégiée. Donc, pour vous, ce serait totalement une erreur? Non, c'est pas totalement une erreur. Je vous dis simplement que je ne pense pas que ce sera l'option qui sera prise parce qu'elle sera lourde de conséquences et qu'elle sera beaucoup trop compliquée à mettre en place dans le sens où vous avez déjà un certain nombre de commerces qui est complètement à l'abandon, que plein de gens ont fermé. Regardez les bars, les restaurants, etc., etc. Mais si ces mesures ne sont pas effectives et qu'il faut aller peut-être dans quelques semaines vers un confinement national cette fois-ci. Et ben on confinera. Mais vous n'aurez pas eu l'impression d'avoir poussé à prendre une décision qui a fait perdre de nombreux jours et peut-être sincèrement, je pense que j'aurais mis des risques en danger. Sincèrement, je pense que j'aurais poussé à rien du tout parce que, sauf erreur de ma part, ce gouvernement n'écoute et ne consulte personne. Donc, de toute façon, on verra ce qu'ils décideront demain. Ce sera leur décision. Nous, on n'aura qu'à l'appliquer entre guillemets, mais je peux vous assurer que, en tant qu'enseignante et en tant que citoyenne, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont seuls dans leur château et qu'ils ils ne prennent pas la mesure de ce qui se passe autour d'eux. Mais pourtant, le gouvernement consulte. Et il y a une réunion aujourd'hui. Ouais. Il y a Jean Castex qui rencontre les différents représentants de partis politiques, les partenaires sociaux aussi. Demain, une nouvelle réunion d'urgence. Est-ce qu'on perd pas un peu de temps avec toutes ces réunions, justement, au contraire ? Non, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas les accuser de ne pas nous avoir consultés. Mais une consultation à 24 heures, quand déjà vous allez laisser fuiter un certain nombre de scénarios pour pouvoir tester l'opinion publique, pour moi, c'est pas de la consultation. Donc, on n'a pas, parce que le travail de la consultation, il devrait se faire au niveau parlementaire. Il devrait se faire sur nos instances, c'est-à-dire avoir des vraies propositions. Et justement, les propositions pourraient être validées par le Parlement ensuite. En tout cas, moi, de ce que j'ai vu jusqu'ici sur la façon de travailler sur ce gouvernement, vous allez voir, on va avoir des propositions qui vont être appliquées ou rediscutées ou encore contestées par les par les ministres eux-mêmes, parce que souvent, ils sont pas d'accord entre eux. Donc, ça laisse juste avoir un grand amateurisme de ce gouvernement. Et moi, c'est ça qui me gêne. C'est que même si vous voulez pas consulter les gens, prenez des décisions, on les tient et ensuite on évalue. Le problème, c'est que là, ça fait même pas 10 jours qu'on a fait un couvre-feu. Et là encore, on recommence à et on n'a même pas évalué quel était l'impact. Donc c'est ça qui me gêne. Aujourd'hui, en réanimation dans les hôpitaux, 65% des personnes ont plus de 65 ans. Pourquoi on ne confinerait pas les personnes âgées en priorité ? C'est trop discriminatoire et vous regardez ce qui se passe dans les EHPAD. Lorsque vous avez des gens qui sont dans des EHPAD qu'on a confinés avec leur personnel, parce que vous ne pouvez pas les laisser tout seuls. Regardez l'impact psychologique qu'il y a eu sur ces personnes-là. Et sincèrement, est-ce que confiner des personnes de plus de 65 ans, ça va empêcher le virus de circuler ? Non, moi je ne pense pas. Parce que si vous voyez bien, c'est pas ces gens-là, la plupart ils ont plus d'activité. D'accord ? Vous avez peur d'une réaction à l'italienne, comme il y a ces derniers jours ? Exactement. Que la France s'embrasse dans les prochains jours ? C'est un des risques. Regardez en Allemagne, regardez en Italie. Toutes ces contestations qui sont vraiment... qui laissent voir l'inquiétude et la défiance qu'il y a envers les politiques. Merci Bastien Cochet. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. N'hésitez pas à vous abonner à tous les podcasts de Fréquence ESJ. Vous pourrez retrouver notamment toutes les émissions de 20h l'invité. Ça se passe sur toutes les plateformes de podcasts comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcasts. On le sait, donc Emmanuel Macron s'exprimera demain à 20h.
Si plusieurs sources avancent la possibilité d'un reconfinement national, le président de l'organisation patronale du MEDEF affirme qu'un reconfinement provoquerait un écroulement de l'économie, comme vous le disiez, Dina Diop. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Dina Diop, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous craignez donc que l'économie, on ne peut pas se permettre de la sacrifier pour un nouveau reconfinement. Alors comment est-ce qu'on sauve la vie des Français aujourd'hui ? On sauve la vie des Français en adoptant par exemple des protocoles qui sont plus adaptés dans les entreprises. Moi par exemple je suis enseignante, j'attends encore d'avoir un protocole sanitaire clair quand vous n'avez pas de points, par exemple de gel hydroalcoolique devant toutes les classes, quand les masques qui vous sont distribués, aujourd'hui on se pose la question de leur toxicité, etc., etc. Tout ça, ça pose un véritable problème. Donc moi ce que je dis c'est que déjà, soyons clairs sur les protocoles sanitaires, soyons clairs sur la possibilité du télétravail, parce qu'on sait que ça a bien fonctionné pendant le confinement. Évaluons quelles sont les professions où on ne peut pas faire autrement que d'être sur place. Justement, pour l'éducation, vous en parlez, le reconfinement aurait des répercussions sur l'éducation. Selon France Inter, le gouvernement pense à fermer toutes les universités, peut-être les lycées. Vous le disiez, vous êtes enseignante en lycée. Les dégâts du confinement, le premier, vous les avez vus, vous les avez ressentis sur les élèves ? Un décrochage très important, surtout sur les élèves du lycée professionnel. Il faut savoir que j'avais entre 60 et 70% d'élèves décrocheurs, des élèves qui ne se sont pas connectés une seule fois en 6 mois. Des élèves que vous retrouvez au bout de 6 mois, où il faut réapprendre à travailler ensemble, qui sont contents de vous retrouver parce qu'il y a cette fracture numérique qu'il ne faut pas ignorer, c'est-à-dire que beaucoup n'avaient ni le matériel, ni la connexion pour pouvoir le faire. Moi, j'ai peur du décrochage de nos étudiants. Donc pour vous, c'est primordial de pouvoir garder les élèves, les lycéens au sein des écoles, des lycées ? Peut-être pas les garder, mais en tout cas, il faut garder un lien en présentiel parce que sinon, pour eux, c'est beaucoup trop difficile. Comment est-ce que ça se fait, Dina Diop, ça ? On fait des roulements, des cours avec des moitiés de classe ? Moi, je pense qu'il faudrait regarder, effectivement, sur du 50-50, c'est-à-dire une partie en présentiel et une autre partie, ce qui va demander bien sûr aux enseignants beaucoup plus de travail, mais moi je préférais avoir un cours qui soit une fois sur 2 en présentiel avec la moitié de mon groupe, plutôt que de passer directement en distanciel, parce que je sais qu'au moins 50% de mes effectifs ne se connecteront plus. Vous le disiez il y a quelques instants, selon vous, par contre, les universités, il faudrait les fermer. Pourquoi est-ce qu'on fait la différence entre les lycéens et les élèves dans le supérieur ? Alors, j'ai pas dit qu'il faudrait les fermer, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème en termes de circulation du virus sur les universités. Et pourquoi ce problème, il n'est pas aussi présent dans les lycées, selon vous ? C'est la capacité et c'est le nombre d'élèves par exemple, quand vous êtes dans un amphi, vous êtes à 150 ou 200, c'est pas la même chose que moi où j'ai cours avec maximum 24 élèves. On sait très bien que la propagation du virus, quand vous restez plus d'1 heure avec autant de personnes dans un endroit clos, ça pose un véritable problème. Donc c'est pour ça. Et là, pareil, moi je serais pas pour une fermeture des universités parce que on l'a dit, c'est très difficile pour nos étudiants aujourd'hui de ne pas décrocher. Et puis ce sentiment de solitude, et puis c'est très difficile quand on est un ado de travailler seul, de se retrouver. Ça devrait être les meilleures années de votre vie, parce que moi j'ai été étudiante et voilà, c'est sympa, on est avec les copains, on va à la cafette. Là, on coupe les gens de tout ça. Vis-à-vis de l'économie, puisqu'on ne peut pas sauver tout le monde, vous le disiez, on peut pas se permettre de sacrifier cette économie. On a une enveloppe qui est limitée. Sur quoi on doit l'axer en particulier, en priorité aujourd'hui, Dina Diop ? Est-ce qu'on doit investir d'abord dans les hôpitaux ou est-ce qu'on doit essayer de sauver les commerces, les restaurants, l'économie en France ? Je vous dirais les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas renforcer les hôpitaux. Parce qu'on sait que si eux, ils craquent, nous craquerons tous. Mais on dirait tous les deux. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on ne peut pas se permettre, si un reconfinement est scientifiquement obligatoire, on va devoir faire des concessions. Donc, lorsqu'on dit l'un ou l'autre, bien sûr, on ne dit pas qu'on abandonne l'autre, mais sur quoi est-ce que le PS désire axer les aides sociales aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il faudrait déjà soutenir ceux qui sont déjà dans un état de précarité intense. C'est pour ça qu'on disait que l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans, parce qu'on sait qu'on a des étudiants qui sont dans des situations de pauvreté extrême, qu'on a aussi des personnes qui ne vont pas chercher leurs droits parce qu'ils savent pas comment faire. On a aussi
aussi des compléments qu'on doit apporter à des personnes qui pourraient être soit en télétravail, soit à mi-temps. C'est-à-dire que si on dit à la personne, vous allez travailler en présentiel à 50%, il faut que l'État compense les 50% qui restent pour qu'elle puisse continuer à vivre. Mais toutes ces charges, la prise en charge du chômage partiel, les aides au secteur sinistré comme le tourisme, la culture ou encore l'hôtellerie qui a été énormément touchée, les achats des masques et des tests qui sont également extrêmement coûteux, l'État, le gouvernement aujourd'hui fait déjà énormément. On a les moyens de leur demander encore davantage, puisque vous dites justement on ne peut pas reconfiner puisqu'on ne peut pas, mais vous demandez en même temps au gouvernement plus d'aide sociale. C'est pour ça que j'ai dit un reconfinement total me semble très compliqué à mettre en place. Alors que si vous êtes sur un reconfinement partiel, où vous ciblez les secteurs, vous ciblez les personnes qui en ont besoin, que parallèlement vous dites aux entreprises, tous ceux qui peuvent télétravailler, vous continuez à les faire télétravailler, il faut arriver à une situation qui soit une situation à mi-chemin. Parce que le confinement total, c'était nécessaire et je pense que il fallait le faire. Et c'est très bien qu'on ait justement fait ce choix de prioriser et de dire que c'est la vie des gens avant l'économie. Mais il y a une réalité aujourd'hui qu'on ne peut pas ignorer. Merci Dina Badiop. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Et j'en profite pour rappeler que nous sommes tous masqués en studio pour respecter au mieux les mesures sanitaires. Dans moins de 3 minutes, on se penche sur les actions du gouvernement pour lutter contre le séparatisme. L'attentat de Conflans-Sainte-Honorine a relancé le sujet, mais la gauche a du mal à trouver sa place dans ce combat. Juste avant d'y revenir, c'est Lost Horse d'Azaf Avidan sur Fréquence ESJ Hits and Talk. 20h32 sur Fréquence ESJ Hits and Talk. Diana Badiop, porte-parole du Parti Socialiste, est avec nous jusqu'à 21h. Et tous les écoliers de France rendront à la rentrée lundi prochain un hommage à Samuel Paty, ce professeur de collège assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression. Depuis, la lutte contre l'islamisme radical est devenue une priorité, mais les mesures du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sont jugées trop timides par l'opposition. Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon Longis, bonsoir Diana Badiop. Vous êtes vous-même professeur. Qu'est-ce qui est prévu si un élève refuse de participer à cette minute de silence ? A priori, ce qui est prévu, c'est que il y ait 2 temps. C'est-à-dire un premier temps où nous, en tant qu'enseignants, on puisse justement s'approprier cet hommage. Il y a une liberté qui est laissée justement sur les outils qu'on va utiliser pour justement accueillir les élèves, avoir un temps d'échange et ensuite il y a la minute de silence. Moi, je me rappelle encore des attentats de Charlie Hebdo où il y a eu des élèves qui n'ont pas voulu respecter la minute de silence. Il s'était passé quoi ? Alors, il s'était passé quoi ? C'est qu'on on les avait rappelés à l'ordre. Mais pendant la minute de silence, c'est compliqué parce que du coup, plus vous rappelez à l'ordre et plus vous troublez l'esprit de cette minute. C'est-à-dire que une fois que c'est passé, il faut recevoir ces enfants, leur expliquer que non, ils ne peuvent pas déroger à cette minute de silence, leur expliquer pourquoi c'est important et il faut mettre des mots sur leur opposition et expliquer la signification et la portée de cet hommage. Alors Jean-Michel Blanquer, lui, a promis un cadre pour ne laisser aucun enseignant dans le flou. Est-ce que vous avez l'impression que tout est prêt pour que ça se passe le mieux possible ? Alors, je vous parle, je suis enseignante et j'ai aucun cadre alors que ça se passe lundi prochain. Alors que nombre de mes collègues sont encore choqués, encore bouleversés par l'attentat parce que, comme je l'ai déjà dit, mourir d'enseigner, c'est juste insupportable. Et je crois que c'est vraiment très important qu'on ait le même cadre, mais qu'on laisse aussi la possibilité aux enseignants de choisir les outils, les supports avec lesquels ils vont expliquer cet attentat atroce, comment ils vont expliquer que la liberté d'expression fait partie de notre ADN et comment... Mais il ne faut pas un cadre pour tous les enseignants ? Non. Où chaque enseignant peut faire à sa façon ? Moi, je pense qu'il faut un cadre, c'est-à-dire que vous laissez un temps en disant le lundi matin, pendant 2 heures, tous les professeurs auront à discuter de la liberté d'expression, mais je crois qu'il faut faire confiance aux enseignants pour pouvoir adapter leur pédagogie à cet instant qui est important. Alors le lendemain de cette attaque à Conflans-Sainte-Honorine, des interpellations ont eu lieu, des associations ont été dissoutes. Le gouvernement, il a pris ses responsabilités ou alors il s'est précipité ? Je ne pense pas qu'il se soit précipité parce qu'il était important de dire à nos concitoyens qu'on allait réagir et qu'on n'allait pas laisser faire sans rien dire. Maintenant, faire une espèce de liste noire qui
qui rappelle les heures sombres du macartisme, moi je suis vraiment pas pour. Donc les interpellations qui n'étaient pas en rapport avec l'affaire. Voilà. Pour moi ça c'est n'importe quoi. Enfin, aujourd'hui, les gens ils ont besoin de cadres, ils ont besoin d'avoir des raisons claires et précises, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez légitimer le discours de certains qui disent qu'il y a une victimisation et qu'on fait une chasse aux sorcières. Alors que si vous vous appuyez sur le droit, comme l'a rappelé le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, avec des règles claires, personne ne viendra contester lorsque vous allez dissoudre ou lorsque vous allez arrêter des individus parce que vous avez des éléments tangibles. François Hollande et de votre avis, l'ancien chef de l'État a expliqué que le gouvernement s'était, pour lui, précipité, qu'il fallait respecter les textes scrupuleusement. C'est ce qu'il avait fait pendant son quinquennat, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, est-ce qu'on peut attendre de voir les décisions, ce que ça apportera dans les prochains jours et dans les prochains mois ? Je suis d'accord sur le fait que rien ne sert de polémiquer et de faire de la surenchère. On est dans un instant qui est beaucoup trop grave pour faire de la politique politicienne. Mais notre meilleur allié, c'est quoi ? C'est l'état de droit, c'est de respecter justement les règles qui sont les nôtres. Et il faut jamais déroger et faire des règles d'exception. Parce que si vous faites ça, rien ne serait plus terrible que d'un point de vue juridique, des dissolutions ou des mesures qui ont été prises soient cassées parce qu'elles ne sont pas conformes à la législation. Mais est-ce que c'est pas trop long d'attendre alors qu'il vient de se passer des choses horribles dans le pays ? Est-ce que on n'attend pas trop longtemps, justement en respectant les textes ? Vous savez, gouverner, c'est pas être dans l'instantanéité et dans le buzz. Gouverner, c'est prendre des mesures concrètes, pragmatiques, dans l'esprit de la loi. Il n'y a que comme cela que vous serez crédible dans ce que vous faites. Parce que si vous faites les choses sur l'émotion et parce que vous êtes dicté par l'actualité, l'histoire nous a bien prouvé que ça ne fonctionne pas. Gérald Darmanin a annoncé ce matin la dissolution d'ici 15 jours du collectif contre l'islamophobie en France. Fermé plutôt qu'encadré. Est-ce que ça ne va pas se retourner au final contre la France ? Je crois que ce qui risque de se retourner contre nous, c'est qu'on puisse le faire sans avoir des éléments tangibles. Moi, je ne connais pas les éléments qui ont poussé Gérald Darmanin à dire que ça allait être fermé. J'espère sincèrement. Le CCIF, il avait été contacté par le père de famille, accusé d'avoir orchestré la campagne contre Samuel Paty sur Internet, mais il n'y avait eu aucune action de la part de ce collectif. Est-ce que c'était une raison pour le fermer ? C'est ce que je dis, c'est-à-dire c'est quels sont les éléments tangibles sur lesquels on se base pour le fermer. Rien ne serait plus terrible que cette décision soit cassée ou qu'elle soit perçue comme encore une fois une persécution de ce collectif qui a pour habitude de dire que de toute façon il y a une sorte de persécution systémique en France des citoyens de confession musulmane. Donc attention à ça. C'est ce qu'ils ont promis de faire vu qu'ils vont internationaliser leurs activités afin de s'assurer contre toute tentative d'intimidation ou de déstabilisation. Donc au final, est-ce que c'est la mauvaise chose qui a été faite ce matin ? Moi, je pense que chasser les gens par la porte, si vous n'avez pas les bons éléments, ce que vous allez gagner, c'est qu'ils vont revenir par la fenêtre et du coup, vous allez les légitimer. Merci Diana Badiop. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 20h39 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk. N'hésitez pas toujours à poser vos questions à Diana Badiop. Pour ça, rendez-vous sur Twitter ou la page Facebook de Fréquence ESJ et il vous suffit d'utiliser le hashtag Fréquence ESJ. On récupère toutes vos questions. Emmanuel Macron a un problème avec l'islam. Il a besoin de se faire soigner. Ce sont les propos du président turc Recep Tayyip Erdogan. Des propos qui font suite à la promesse d'Emmanuel Macron de structurer l'islam en France. Depuis, la Turquie et plusieurs autres pays du monde arabe ont appelé au boycott des produits français. Théo Grévin. Diana Badiop, à 2 reprises, Erdogan a mis en doute la santé mentale d'Emmanuel Macron. Réponse de ce dernier, rien ne nous fera reculer. Est-ce que c'est à la hauteur des attaques ? Oui, c'est à la hauteur des attaques parce que pour être dans l'opposition d'Emmanuel Macron, je suis atterrée par les attaques du président turc qui, lui, n'est vraiment pas à la hauteur. Lorsqu'on est un responsable politique, on ne se permet pas ce genre d'invective. Et je trouve que se faire donner des leçons de la part de M. Erdogan, quand on connaît sa façon de traiter ses opposants, quand on connaît le nombre de
d'exactions qui ont été commises dans son pays, je pense que c'est très très malvenu. Ça aurait été dans l'autre sens. Est-ce que la réponse aurait été aussi diplomatique, à votre avis ? Non, certainement pas, puisqu'on voit déjà la hauteur, entre guillemets, des attaques qui sont faites par la Turquie. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que comment peut-on instrumentaliser à ce point un problème qui est de l'ordre de... C'est quelqu'un qui a été décapité. C'est pas juste une petite pique à l'égard des uns ou des autres. Quelqu'un a été décapité dans l'exercice de ses fonctions. Mais justement, est-ce qu'il n'aurait pas fallu répondre plus fortement ? Est-ce que l'escalade entre les deux présidents est souhaitable? Non. Moi, je pense que Emmanuel Macron a répondu à la hauteur qu'il fallait. Maintenant, je crois que ce qui est détestable, c'est ce boycott qui est lancé, qui n'a, à mon sens, aucune raison d'être. C'est-à-dire que on n'a attaqué personne. Les musulmans ne sont pas persécutés en France. Les musulmans, ce sont des citoyens français comme les autres. Ce que l'on combat, c'est l'islam radical. Et ça fait partie des droits fondamentaux de la France que de se défendre contre ceux qui attaquent ces valeurs. Donc Emmanuel Macron a raison de persister en expliquant ne pas renoncer aux caricatures du prophète Mahomet, notamment. Oui, mais parce que de la même manière qu'il ne veut pas renoncer aux caricatures tout court. C'est-à-dire que la liberté d'expression, c'est quoi ? C'est le fait de dire que tout le monde a le droit de s'exprimer. Vous savez, en France, il n'y a pas de délit de blasphème, ça n'existe pas. Et vous avez des personnalités, des pays qui projettent sur notre pays des interdictions parce que eux sont d'une autre confession, sont d'une autre culture, ont une autre histoire. Mais ça peut engendrer des risques contre la population. La republication de ces caricatures. On n'en tient pas compte de ça ? Sincèrement, vous ne pouvez pas, au nom du risque, renoncer à faire les choses. Après, je pense que la communauté musulmane, dans son énorme majorité, elle n'a pas de problème avec les caricatures. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui instrumentalisent ces caricatures pour en faire un outil politique. Si vraiment on avait un problème avec la persécution des musulmans, eh bien j'invite ces pays qui appellent au boycott des produits français à boycotter les produits chinois, parce que la persécution des Ouïghours en raison de leur religion, elle est tangible, elle est avérée, et dans ces cas-là, s'ils veulent soutenir les musulmans qui sont persécutés, eh ben qu'ils boycottent les produits chinois et qu'ils le disent haut et fort, qu'ils condamnent la façon dont leurs coreligionnaires sont traités en Chine. Vous l'avez dit, la Turquie, l'Iran, la Jordanie et le Koweït ont appelé à boycotter des produits français pour montrer leur désaccord face aux republications des caricatures. Il faut discuter avec ces pays ou alors les laisser faire ? Laissons-les faire. Et puis sincèrement, quand on voit le type de régime que c'est, est-ce qu'on a vraiment des leçons à recevoir de ces personnes-là ? Et l'impact économique pour les entreprises françaises ? Est-ce qu'il y aura vraiment un impact ? Est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose ? C'est pas la première fois qu'ils appellent à des boycotts. Non. Sincèrement, je crois qu'il faut laisser ces incidents pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des incidents. La semaine dernière, des Français qui se trouvaient sur des sites de camping ou de bibliothèques ont vu des messages tels que « Ceux qui maltraitent le messager d'Allah doivent être punis ». C'est une menace à prendre au sérieux ? Toute menace, aujourd'hui, dans le contexte actuel, doit être prise au sérieux. Et je pense que, en ce sens, la jeune fille qui, à Toulouse, a insulté son professeur parce qu'elle a évoqué le port du voile lors d'un cours et qui a été tout de suite reçue, à qui on a signifié que son comportement n'était pas adéquat, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser passer. Donc il faut rappeler à chacun que on ne peut pas invectiver au nom d'une religion d'autres concitoyens. Ça, c'est pas possible. Justement, le hacker annonce l'apocalypse pour l'Internet français. Est-ce qu'il faut renforcer les moyens pour protéger l'Internet français ? Alors, il y a un gros problème de toute façon sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai dit lors du discours sur le séparatisme d'Emmanuel Macron. J'ai dit, un des angles morts, c'est comment on fait sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, etc., pour mieux contrôler ces incitations à la haine, pour mieux contrôler... Le problème, c'est que ça se heurte à notre liberté d'expression. Donc, renforcement de la plateforme Pharos, tant mieux.
Mais il va falloir avoir une vigilance toute particulière sur cette cybercriminalité et sur justement cette cyberradicalisation. Très rapidement, Diana Diop, le Paris Saint-Germain doit jouer demain soir en Turquie contre Istanbul. Au vu du contexte actuel, il y a beaucoup d'observateurs qui s'étonnent que ça ne suscite aucune crainte. Est-ce qu'il aurait fallu prendre des mesures ? Je pense pas qu'il faut prendre des mesures parce que... C'est un club qui est très proche du président Erdogan. Oui, mais sauf que je vous rappelle que le PSG appartient au Qatar, entre guillemets, que tout le monde y a des intérêts footballistiques, économiques. Moi, je me fais pas de soucis pour nos joueurs du PSG, sincèrement. Merci, Diana Diop. Je vous en prie. 20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Autre sujet d'actualité, les annonces de Jean Castex pour lutter contre la précarité. Avec l'épidémie de Covid-19, de nombreux Français ont vu leur situation économique empirer ou se dégrader. On voit ça dans quelques instants, juste avant sur Fréquence ESJ. C'est Charlie Pouce avec Hard on Yourself. 20h49 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est toujours en direct avec vous, Diana Diop, porte-parole du Parti Socialiste. Et ce week-end, le Premier ministre Jean Castex a présenté les mesures du gouvernement pour venir en aide aux plus précaires. Il a notamment annoncé que l'élargissement de l'aide au logement, 1500 hébergements d'urgence vont également être mis en place. Axel Rebaud. Diana Diop, est-ce que vous saluez les mesures sociales prononcées par le Premier ministre ? Je trouve qu'elles sont très tardives et que, encore une fois, ça prouve la non-anticipation de ce gouvernement. Je vous rappelle quand même que ce sont les mêmes qui, depuis 2017, ont supprimé les emplois aidés, ont fait les poches des plus pauvres avec la baisse des APL, etc., etc. Donc, c'est bien gentil aujourd'hui de faire des rustines, mais il n'y a pas une véritable politique de fond sur justement la précarisation d'un certain nombre de nos concitoyens et je trouve ça vraiment trop tardif. Plutôt dans l'émission, vous appeliez à des mesures comme une hausse des aides sociales, notamment pour les personnes qui bénéficient du RSA. C'est justement ce que fait le gouvernement, notamment avec l'augmentation des aides pour les personnes qui bénéficient du RSA, des APL ou même les boursiers de moins de 25 ans. Chacun recevra donc 150 € de plus par mois. Pourquoi est-ce que le Parti Socialiste n'a pas proposé de telles mesures plus tôt, si justement c'est trop tardif ? Bien, on les a. Je vous assure, je vous invite à relire les propositions de nos parlementaires, que ce soit Boris Vallaud ou par l'intermédiaire de notre présidente. Elle disait quoi ces propositions ? Les propositions, elle disait que justement il fallait avoir déjà une extension par rapport au RSA, qu'il fallait avoir aussi. On s'est insurgé contre la baisse des APL, etc., etc. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que on fait des mesures maintenant. Parce qu'on se rend compte qu'on n'a rien fait. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a supprimé l'ISF. Quand on a supprimé l'ISF, on a fait aussi un cadeau aux plus riches. On continue de faire des cadeaux aux plus riches. Et on a fait les poches, par exemple, même des retraités sur la CSG. Donc, c'est quoi le message qu'on a donné à toutes ces personnes qui sont dans le besoin ? C'est vous allez devoir contribuer, même si c'est difficile pour vous. Par contre, ceux qui sont les plus riches, on leur permet d'avoir encore plus d'amplitude parce que, sous prétexte que ça va leur permettre de rester. Mais aujourd'hui, les plus précaires, aujourd'hui, le gouvernement les aide justement. Cette aide de 150 €, elle est quand même la bienvenue aujourd'hui. Oui. Mais je pense qu'il faut remettre à plat aussi un certain nombre de choses qui ont été faites. Et je réitère, la suppression de l'ISF, la suppression de la flat tax, tout ça, ce sont des sources de ruissellement ou en tout cas qu'on nous avait promis, mais c'est des sources de redistribution dont se prive l'État. Et pour vous, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est notamment l'ISF en particulier. Sincèrement, c'est une des premières mesures sur lesquelles il faut se battre parce que c'est de l'argent qu'on ne redistribue pas. Et c'est aussi, dans un temps où tout le monde doit faire des efforts, eh bien, il faut aussi dire à ceux qui sont les plus aisés qu'il faut continuer à faire des efforts. Et les défenseurs de la suppression de l'ISF, eux, ils disent au contraire que justement, le supprimer, ça permet de garder les principaux capitaux, les principales richesses au sein de la France. Vous leur dites quoi, cela ? Je leur dis que c'est pas vrai parce que ça n'a pas empêché d'autres personnes de partir et que ça n'a pas freiné la fuite, par exemple, de l'argent de la fraude fiscale, etc. Vous avez des chiffres à donner depuis la suppression de l'ISF en 2017 déjà travaillant sur la fraude fiscale, parce qu'on sait très bien. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'évolution de la fraude fiscale ? Sincèrement, là, j'ai pas les chiffres en tête, mais on n'a pas plus de personnes, on n'a pas moins de personnes qui ont quitté la France depuis qu'on a supprimé l'ISF. C'est faux. Mais qu'est-ce que vous en savez, Diana Diop, puisque vous dites que vous n'avez pas les chiffres justement ? J'ai pas les chiffres
chiffre exact, mais je peux vous assurer que pour avoir travaillé avec les parlementaires, on sait qu'aujourd'hui, la suppression de l'ISF n'a absolument pas freiné la fuite de certains en dehors. Et puis en plus, c'est pas ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes l'État, quand vous êtes censé représenter la République, vous devez vous réguler au niveau de l'ensemble de la population. Vous ne devez pas, préserver. Vous pouvez comprendre qu'avec la situation sanitaire que la France traverse depuis maintenant, depuis mars, ça a été parfois compliqué de s'attarder à tous les points, les points précis. Et on a dû donc agir notamment dans la précipitation. Donc vous dites que ces aides, notamment pour les APL et le RSA, elles arrivent un peu tardivement. Est-ce que c'est pas un peu le mieux qu'on ait pu faire? Je vous dis, je dis pas qu'il fallait pas le faire. Je vous dis que on rétablit des choses qu'on a enlevées. Et c'est bien ça que je reproche à ce gouvernement. C'est-à-dire que on les remet aujourd'hui parce qu'on est dans une situation sanitaire qui exige de montrer que on est solidaire avec les plus précaires. Mais c'est cette situation-là de précarisation, ils l'ont accentué lorsqu'ils ont pris des mesures qui ont baissé les APL, supprimé les emplois aidés, etc., etc. C'est ça que je dis. C'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement essaie de rattraper les erreurs qu'il a faites en début de mandat. Donc selon vous, cette augmentation des aides financières, c'est juste une remise à niveau, vous nous dites, de ce qui avait été enlevé. Pour vous, il faut donc aller encore plus loin ? Je vous ai dit, comme tout à l'heure, c'est une extension du RSA au moins de 25 ans. C'est regarder la situation de nos étudiants. C'est voir comment on peut continuer à accompagner les gens sur de l'activité, rendre le télétravail obligatoire à chaque fois que c'est possible, etc., etc. Vous savez, justement, pour l'accompagnement, Jean Castex investit 150 millions d'euros dans le secteur de la réinsertion professionnelle, c'est-à-dire 30 000 emplois qui vont être créés pour aider les plus précaires à trouver un emploi, notamment avec des dispositifs comme Pôle emploi. Est-ce que vous espérez, Dieynaba Diop, que ces mesures elles restent après la crise ? J'espère, oui, parce que je vous ai dit, les emplois aidés, c'est un nombre incalculable d'opportunités, justement, parce que c'était des mesures d'insertion, c'est des gens qui travaillaient sur des associations. Tout ça, ça fait partie d'un accompagnement vers, justement, l'emploi, parce qu'un emploi aidé, c'est quoi ? C'est on vous accompagne parce que vous êtes éloigné de l'emploi et petit à petit, vous retrouvez cette capacité à être justement, à être sur le marché du travail et ensuite vous sortez du dispositif. Parce que tout ce que vous nous dites, Dieynaba Diop, on a l'impression que c'est justement ce que fait le gouvernement. Donc c'est quoi la plus-value du Parti Socialiste aujourd'hui, mis à part votre revendication sur l'ISF ? Notre plus-value, c'est de dire que au lieu d'avoir une vision globale d'anticipation, on est en train de réparer toutes les erreurs qui ont été faites en début de quinquennat. Et vous n'apportez rien. Non, mais toutes ces choses-là, elles y étaient déjà. C'est eux qui ont enlevé. Et nous, on a dit, pourquoi est-ce que vous avez enlevé ce qui fonctionnait alors que... Pour faire quoi ? Pour dire, nous, notre problème, c'est pas ceux qui sont les plus précaires. Nous, notre problème, c'est ceux qui sont déjà les plus aisés et on continue de leur faire des cadeaux fiscaux. Merci Axel Rebaud. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est presque terminé. On finit par l'agenda politique de la semaine. Et demain, le Sénat examine en première lecture le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire. Après avoir été prolongé pour 1 mois par décret, une loi doit maintenant être votée pour le maintenir. Une étape nécessaire qui permet au gouvernement de prendre plus de mesures restrictives. Donc objectif, prolonger les couvre-feux ou pouvoir instaurer un reconfinement. Samedi, l'Assemblée nationale a adopté cette prolongation en première lecture. S'il est voté, l'état d'urgence sanitaire s'arrêterait donc au 16 février, à moins que la situation ne s'améliore. Dieynaba Diop, il faut que cet état d'urgence soit voté ? Il sera voté de toute façon puisque l'État... Mais est-ce qu'il le faut ? Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec l'état d'urgence parce que ça veut dire aussi qu'il y a une restriction des libertés individuelles. On est dans une situation exceptionnelle, ce que j'entends. Mais il ne faut pas qu'il soit... prolongé comme ça de semaine en semaine. On a eu le problème aussi au lendemain des attentats où on se posait la question justement de jusqu'à quand. Aujourd'hui, on ne peut pas critiquer cet état de fait parce que on est dans une incertitude sanitaire qui fait qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas savoir la fin de cette crise. On ne peut pas savoir cette... Par contre, j'invite effectivement nos parlementaires, notamment ceux d'opposition, à continuer d'être
très vigilants sur les différentes lois d'exception ou de circonstances qui vont être prises. Jeudi, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe est entendu par la commission d'enquête sénatoriale, commission qui évalue les politiques publiques face à la pandémie. Selon Alain Milon, président de la commission d'enquête, le but de celle-ci n'est pas de juger, mais de savoir ce qui s'est passé, essayer de trouver les moyens de faire mieux la prochaine fois. Alors Édouard Philippe a déjà été entendu sur la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Il a notamment admis des erreurs de communication sur les masques. Dieynaba Diop, déjà, est-ce que c'est le moment, alors qu'on est en plein dans la seconde vague, de faire cette commission d'enquête ? C'est pas à moi d'en juger. Je pense que si elle a lieu maintenant, c'est qu'effectivement, on a besoin de tirer la leçon de la gestion qui a été faite de la première vague. Mais est-ce qu'on a assez de recul déjà sur cette première vague ? Si, sur la première vague, sincèrement, je pense qu'on a assez de recul et c'est important qu'on puisse savoir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et donc, comme le gouvernement n'a pas été capable d'en tirer les conséquences tout seul, et ben cette commission d'enquête, je pense qu'elle a aussi ce rôle-là, c'est de nous aider collectivement à tirer les conséquences de la gestion de cette pandémie. Merci Dieynaba Diop. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis. Dieynaba Diop, merci d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Donc je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Demain, Bastien Cochet accueille Félix Radu dans Storytelling. Le jeune comédien et auteur joue son spectacle Les mots s'improsent en ce moment à Paris. Il s'est aussi fait remarquer pour ses cartes blanches à l'antenne de la RTBF cet été. C'est à suivre en direct de 20h à 21h sur Fréquence ESJ. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain avec un nouvel invité politique, toujours en direct de 20h à 21h. N'hésitez pas, abonnez-vous à Fréquence ESJ sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et même TikTok. Vous pourrez y suivre toute l'actualité et les coulisses de Fréquence ESJ. N'hésitez pas d'ailleurs à réagir et puis rendez-vous ensuite sur le site internet de Fréquence ESJ pour retrouver encore une fois tous les podcasts et puis surtout... 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.